Il y a 45 ans, presque jour pour jour. Mon âge? Presque. Pas 45 ans, mais jour pour jour, c'est mon âge. Un film devenu culte a fait une sortie fracassante au cinéma. Les aventures de Rabbi Jacob. Voir De Funès en rabbin, fallait l'imaginer quand même. C'était osé, c'était à contre-pied. C'est un film qui a remporté un immense succès, mais dont le sujet était audacieux pour l'époque. Parce qu'il parlait de racisme, d'antisémitisme. Oui, mais quand il y a du talent, quand il y a de la sincérité, on peut tout faire passer. L'incroyable destin d'un des films préférés des Français, toutes générations confondues, c'est une story de Julie Ormand. Vous vous souvenez du... Arrêtez-moi. Ça vous me paierez cher, très cher. Arrêtez-moi. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Louis de Funès, au sommet de son art, grimaçant et gesticulant à souhait. Sans doute, l'une des clés du succès d'un film devenu culte, Les Aventures de Rabbi Jacob. C'est rythmé, c'est joyeux, pour moi, c'est un refuge. En fait, Rabbi Jacob, c'est mon antidépresseur. Mais derrière la comédie légère se cache un film beaucoup plus subversif qu'il n'y paraît. Gérard Houry, il met un bon bourgeois français irascible, pétri de racisme et de préjugés, mais qui ne s'en rend pas compte, au cœur d'une intrigue totalement rocambolesque, en plein conflit israélo-palestinien. Sortir le film dans ce contexte était gênant, ça aurait pu passer pour de la provocation. C'était particulier parce qu'on touchait bien sûr au racisme, à l'antisémitisme. On touchait à des sujets vraiment extrêmement pointus, cruciaux, difficiles. Entre galères techniques, polémiques et même faits divers graves, le film a bien failli ne jamais sortir sur les écrans. Retour sur les aventures mouvementées de Rabbi Jacob. Louis me disait toujours Gérard, écris-moi un beau salopard, fais-moi un beau salaud, une belle saloperie. C'était un des rares acteurs qui pouvait être odieux sans être antipathique. Le tandem Houry-De Funès a l'habitude de tourner ensemble. À leur actif, plusieurs succès, Le Cornio, La Folie des Grandeurs et surtout La Grande Vadrouille, resté au sommet du box-office français pendant 30 ans. Pour ce 4e film ensemble, Gérard Houry va donc faire plaisir à son acteur fétiche et lui offrir un vrai rôle de méchant. Celui de Victor Pivert, homme d'affaires méprisant et raciste, mêlé malgré lui à un règlement de compte entre terroristes d'un pays arabe. Il sera obligé de rejoindre la communauté juive de Paris et de se déguiser en rabbin pour sauver sa peau. Danielle Thompson, la fille du réalisateur, se souvient de la genèse de ce scénario. C'est l'idée de mon père. Il était toujours très fasciné par ces personnages tout en noir, avec leurs petites papillotes et leurs grands chapeaux, dans le quartier de la rue des Rosiers. Jacob, 406e. Le tournage des Aventures de Rabbi Jacob commence dans la bonne humeur, au printemps 1973. Et le génie comique de Louis de Funès opère, comme dans cette scène où il se lance dans une série de grimaces dont lui seul a le secret. Les visons, les chinchillas, les rats misqués. C'est exactement mon grand-père. Je vois vraiment ce qu'il me faisait, moi, petite, en me racontant des histoires, en imitant les animaux. Donc c'est un retour infantile pour moi à Rabbi Jacob parce que je retrouve mon grand-père tel qu'il était vraiment. Très bien, Jacob. Monsieur De Funès, s'il vous plaît, comment se passe ce tournage avec Gérard Houry? Merveilleux, ce sont des vacances pour moi. Vraiment? Oui, c'est un film où je ne travaille pas du tout, je ne fais rien, parce que Gérard Houry me fait tout faire, je crois, très bien. Mais quelques semaines plus tard, une scène va transformer les vacances en galère. Y a quelqu'un? Dans cette scène, Victor Pivert doit se réfugier dans une usine de bonbons. Le scénario prévoit que Louis de Funès glisse dans une cuve pleine de chewing-gum. Les équipes techniques utilisent une substance bien particulière qui va leur réserver quelques surprises. Le samedi soir, coup de téléphone à mon père, la substance en question qui était, je crois, effectivement de la pâte à pain, donc il y avait du levain, et tout avait débordé des cuves et était en train de se déverser, cette espèce de liquide vert et poisseux était en train de se déverser dans tous les couloirs du studio, mais vraiment comme un film d'horreur. Bon, comme ça descendait partout.
En fait, il avait de la levure, ils se sont pas rendus compte que ça allait fermenter dans la nuit. Et donc, le dimanche, le studio avait été envahi de cette lave verte. Le tournage doit être interrompu. Et lorsqu'il reprend enfin, les acteurs s'épuisent à enchaîner les prises. Ça dure à peu près 3 semaines. Il y a énormément de monde qui tombe là-dedans. Il y a une première fois où lui tombe, après ce sont les autres. Enfin, c'est une sorte de gag à répétition. Ça ne fait pas partie des meilleurs moments de tournage, sûrement pas. Mais enfin, en même temps, la scène est tellement jubilatoire. Malgré ces difficultés, cette scène est devenue l'un des moments cultes des aventures de Rabbi Jacob. Louis de Funès, lui, est éprouvé par ce début de tournage. Il n'est pourtant pas au bout de ses peines, car son ami Ouri a décidé de lui lancer un défi improbable. Un soir, Gérard Ouri assiste à un spectacle de danse juive. C'est la révélation. Il décide d'embaucher le jeune chorégraphe de la troupe pour faire danser Louis de Funès. Seulement l'acteur n'a jamais fait de danse, et encore moins de danse traditionnelle juive. Un exercice très technique. On est dans la cour des studios de Boulogne-Billancourt et je découvre Louis de Funès devant moi qui est effectivement bien habillé, costume, cravate et qui vient répéter avec moi. Peut-être il ne savait pas ce qu'était une répétition de danse. Il faut s'imaginer Louis de Funès en tricot de corps. Donc il enlève sa chemise, on est là, on sue tous les deux. Il a près de 60 ans à ce moment-là. C'est moi qui ai essayé de le calmer, qui lui disais « Mais Louis, on va se reposer ». Il me disait « On continue, Ilan ». Rabbi Jacob, elle va danser. Rabbi Jacob sait très bien danser. Après 3 semaines de cours intensifs, Louis de Funès et la troupe d'Ilan Zaoui sont prêts à jouer la scène. Je vais divulguer un secret. Mais à un moment, quand il danse, on voit qu'il compte. Il fait 1, 2, 3, on le voit sur ses lèvres. Et il est piégé parce que finalement, là, on le voit, c'est pas camouflé. Oh oui, mais c'était drôle, hein. Et tout ça, c'est c'est de la fausse impro. C'est bien calculé. Sur le plateau, Gérard Ouri sait déjà que son pari est gagné. Mon père pleurait de rire derrière sa caméra en se mordant les doigts pour pas faire de bruit pour l'ingénieur du son. Tellement Louis le faisait rire. Ah, monsieur est vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Et quand on dit c'est un miracle, ben c'était en effet un miracle. On en faisait toute une affaire de ce ballet quand on allait le tourner, comment ça allait se passer, et c'est la première prise qui a été la bonne. Quelques pas de danse qui ne doivent pas faire oublier l'audace du scénario. Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Gérard Ouri a choisi délibérément un héros colérique, raciste et réactionnaire pour mieux bousculer les préjugés. On était particulièrement déstabilisés nous-mêmes par le sujet, parce qu'on touchait bien sûr au racisme, à l'antisémitisme. Et donc, on est tout le temps sur le fil du rasoir, on est tout le temps, est-ce qu'on peut dire ça? Tout à coup, on balançait des répliques atroces. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de notre famille, si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi il doit m'en rester encore. Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Ouri, ça m'a décrassé l'âme. Le tournage terminé, le film est programmé dans les cinémas pour le début de l'été 1973. Mais à quelques semaines du jour J, des faits d'actualité tragiques mettent en péril sa sortie en salle.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voilà résumé à grands traits la situation de guerre qui s'est installée aujourd'hui au Proche-Orient. Les forces syriennes et égyptiennes affrontent les forces israéliennes depuis 13 heures, heure de Paris. 6 juin 1973, la guerre du Kippour éclate entre Israël et une coalition de pays arabes. Devant la gravité des événements, Daniel Thompson et son père prennent une décision radicale. On était complètement affolés à l'idée qu'on allait couvrir les murs de Paris avec ces affiches de ce personnage de rabbin avec son grand Schreimel et ses papillotes. On a donc décidé de faire profil bas, si j'ose dire. On a enlevé les affiches, c'est le comble. Alors qu'on est là toujours à lutter pour avoir le plus d'affiches possible, on est allé la nuit enlever des affiches tous ensemble en se disant il y en a trop, ça va tout à coup heurter les sensibilités. On est dans une période où les relations entre Israël et la Palestine sont très tendues. Il fallait un certain degré de courage pour sortir le film. Le producteur en lui-même n'était pas du tout convaincu, sauf que voilà, il ne pouvait plus faire machine arrière. Le film finit par sortir sur les écrans le 18 octobre 1973. Mais le sort s'acharne. Le jour même de la sortie, une femme prend en otage les passagers du vol Paris-Nice. La jeune femme retient en otage le commandant et un steward. Quelques minutes plus tôt, elle a ordonné au pilote d'abord de prendre la direction du Caire, puis finalement de se poser à Marseille. Cette jeune femme, c'est Danielle Craven, l'épouse du publicitaire en charge de la promotion du film. Fragile psychologiquement, elle trouve que le film est pro-israélien et menace de faire sauter l'appareil s'il n'est pas interdit. Par radio, les négociations s'engagent, mais à 15h50, c'est le dénouement tragique. Atteinte de 2 balles à la tête et à la poitrine, la jeune femme va mourir dans cette ambulance. C'est un fait divers tragique, mais qui montre à quel point quand même, effectivement, à ce niveau-là d'ébullition des relations et des tensions, le film provoque une polémique, des gens s'insurgent et en fait accroche des sentiments qui ne sont pas du tout ceux, et des messages qui ne sont pas du tout ceux qui sont véhiculés par le film d'Ouri. Malgré les obstacles et les épreuves, les aventures de Rabbi Jacob touchent les Français en plein cœur. Avec plus de 7 millions d'entrées, le film est un immense succès populaire, avant de devenir culte pour plusieurs générations. Même encore maintenant, je vois des gens qui me parlent du film ou qui le re-regardent à chaque fois qu'il est diffusé. Et ces gens-là sont de tous les milieux. Tout le monde adore ce film. Pourquoi? Parce que il repose sur la générosité. Rabbi Jacob, effectivement, c'est un hymne à la tolérance. C'est un film qui est bourré de gags, qui est plein d'énergie, qui n'a pas vieilli. Et 45 ans plus tard, on le regarde avec énormément d'amour, de rire. Et il n'a pas pris une ride. Daniel Thompson réfléchit même depuis plusieurs années à une suite mettant en scène cette fois une femme nommée Rabbi Jacqueline. Et voilà pour 50.